Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on va parler ensemble de la flottille qui a été arraisonnée en Israël. On parlera aussi de l'état de santé de Mahmoud Abbas, de la situation dans la bande de Gaza. Et on parlera football aussi avec l'équipe israélienne qui jouait hier en Macédoine. Mais Stéphane, on va d'abord se rapprocher de Metula au niveau de l'information. Et on va parler d'une histoire de trafic de drogue, d'armes aussi, avec des arrestations qui ont lieu avec des membres du Hezbollah. C'était tout près de chez vous Stéphane. Ouais, c'était vraiment tout près. En fait, certains épisodes de cette affaire se sont déroulés à pas plus de 150 mètres de la rédaction. C'est un important réseau d'agents du Hezbollah qui a été découvert dans le doigt de la Galilée. 6 individus ont été appréhendés. Ils sont tous originaires du village alaouite, Jim, le seul village alaouite d'Israël, Rajar, qui se trouve à vol d'oiseau à 4 kilomètres de l'endroit d'où je vous parle. Ils ont été écroués, inculpés et se trouvent actuellement en attente de leur procès. Le cerveau de ce réseau est un certain Saab Karamouz. En fait, 4 des 6 inculpés appartiennent à cette famille Karamouz de Rajar. Et Saab Karamouz agit au Liban pour le compte de la milice du Hezbollah. C'est lui qui donnait les instructions, et il donnait les instructions à 3 de ses fils restés en Israël, Diab, le chef, Jamil et Youssouf, et un de leurs cousins, également de la famille Kahamouz, Moursen, et 2 autres résidents de leur village. Alors, ce qui est intéressant au niveau de Saab Kahamouz, c'est que c'était précédemment en trafiquant de stupéfiants qui avait été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux israéliens. Et puis en 2006, alors qu'il risquait 30 ans de prison et qu'il était en libération provisoire et assigné à résidence à Nazareth, eh bien, il prend la poudre d'escampette et puis il connaît bien tous les chemins de contrebande à côté de son village de Rajar, puisque le village de Rajar est carrément adossé à la frontière libanaise. Donc il rejoint le Liban et il rejoint les rangs du Hezbollah. Ce qui est aussi intéressant avec ce Saab Karamouz, que ses proches appellent Sido Karamouz, c'est qu'il avait laissé tomber son village, il était parti de Rajar, il avait abandonné sa femme alaouite pour épouser une Israélienne. Ça, peu de gens, peu de médias l'ont mentionné. Donc une Israélienne juive de Kiryat Shmona, Dorit on va cacher son nom de famille pour pas lui créer des problèmes, surtout qu'il a une fille qu'on appellera par la lettre R, qui a 14 ans aujourd'hui. Donc le terroriste libanais du Hezbollah, Sido Karamouz, a une fille juive à Kiryat Shmona qui suit l'école régulière de la capitale de la Haute-Galilée. C'est assez intéressant, c'est assez impressionnant. Elle est également la demi-sœur de 3 des membres de ce réseau. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les membres de ce réseau? Ça commence pour nous le 30 juillet dernier. Le Hezbollah d'entente avec le réseau, avec son chef, surtout en Israël, l'un des fils de Sido Karamouz. Le Hezbollah lance en sac par-dessus la frontière, qui est figuré par un grillage entre Metula et le Liban. Le Diab Karamouz récupère ce sac avec 2 grosses bombes à l'intérieur. Il les plante dans un verger de Metula et puis il va faire des repérages. Le Hezbollah aimerait placer ses bombes dans des endroits de Haïfa, mais il se rend assez vite compte qu'à Haïfa ça va pas être facile. D'abord parce que la ville est très très bien quadrillée, puis il y a beaucoup de caméras de surveillance, donc il se reporte vers l'intersection, le nœud routier Golani dans le nord-est d'Israël, pas loin d'ici non plus. Et puis en faisant ces repérages, il s'aperçoit qu'il y a une grande base de Tsahal qui s'appelle Shimshon,
donc sans son, et puis il voit qu'il y a beaucoup, surtout le matin et le soir, de rassemblements de soldats qui arrivent ou qui quittent la base, et c'est là qu'il décide de placer ses bombes. Eh bien, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne à Metula, il va rechercher le sac avec les 2 bombes, mais il ne les retrouve pas, et c'est un petit peu ce qui nous, c'est en fait ce qui nous a sauvés d'un méga attentat terroriste, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se rappeler où il avait caché ses bombes quand il les a reçues du Liban. Il part les mains vides, mais ce qui s'est passé, c'est que la traque a commencé, et qui a abouti à l'arrestation de ses 3 frères, de leurs cousins et des 2 autres habitants de Radjar. Alors c'est en plus un coup assez terrible pour Radjar, qui fait dont les dirigeants, notamment le Mukhtar, le maire élu Ahmad Fatali Abou Hachem, que nous connaissons très bien personnellement, qui a voué toute son existence à la cohabitation fraternelle avec les Juifs et qui jouit en retour d'un très large potentiel de confiance dans divers ministères et au sein de Tsahal, eh bien le Mukhtar, qui a également des liens avec ce clan Mahfouz, avec ce clan Karamouz dans son village, qui compte pas moins de 350 personnes, eh bien, a décidé de cesser de parler à cette famille. Cette famille est un peu, quelque sorte, ostracisée au sein du village, en tout cas jusqu'au procès, et des indiscrétions de la part du Mukhtar, du maire, et qui sont parvenues jusqu'à nous, nous disent qu'il a prévenu les familles des terroristes que si jamais ils sont condamnés pour espionnage et activités terroristes au profit du Hezbollah, eh bien, même après avoir purgé une peine de prison, il ne serait plus accepté dans le village de Radjar, parce que le village de Radjar, en gros, a vraiment l'intention de continuer à bien vivre avec les Israéliens. D'ailleurs, la majorité des villageois, y compris la famille Karamouz, travaillent quotidiennement avec les Juifs israéliens. Donc très puissant malaise entre Radjar, qui faisait partie, qui n'était pas problématique, et le reste des villes et des villages du doigt de la Galilée. Bien sûr, on suit l'affaire, mais c'est l'affaire dont on a parlé le plus ici cette semaine, Jim. On suivra l'affaire avec vous également, Stéphane, dans nos prochaines éditions. On passe maintenant, si vous le voulez bien, à une autre actualité en Israël. Cette semaine, il y avait le porte-parole du président turc Erdogan qui déclarait que Israël et la Turquie allaient bientôt nommer leurs ambassadeurs respectifs. On se rappelle du début de la brouille entre Israéliens et Turcs. C'était la flottille du Mavi Marmara, qui avait été arraisonnée par l'armée israélienne. Il y avait eu de nombreux morts. Stéphane, il y a une nouvelle flottille qui arrivait en Israël cette semaine, une flottille de femmes, le Zaytouna Olivia, qui a été arraisonnée, avec un prix Nobel notamment à bord. Stéphane, est-ce que l'arraisonnage s'est passé sans problème ? Ouais, l'arraisonnement de Jim sans problème. Il a été d'ailleurs pratiqué par des femmes soldats, parce que sur le Zaytouna qui veut dire l'olive, d'ailleurs Zaytouna Olivia, qui a été également baptisé le bateau des femmes, sur lequel avaient pris place 13 passagères, a bel et bien été arraisonné à 65 km des côtes israéliennes. Il tentait de forcer le blocus maritime de la bande de Gaza, c'est pas le premier, et probablement pas le dernier. Il avait appareillé à Barcelone, fait partie de l'initiative que l'on connaît sous le nom de Coalition de la flottille internationale La Liberté, et donc il allait tout à fait clairement en direction de Gaza. D'ailleurs, des civils l'attendaient sur le port de Gaza, également des fanfares. C'est un truc organisé par le Hamas. À bord, une ancienne colonelle de l'armée américaine, Anne Wright, un médecin malaisien, Fawzia Hassan, ainsi que le prix Nobel de la paix nord-irlandaise, Mary Maguire. Donc le bâtiment arraisonné a été dirigé vers le port d'Ashdod, et au port d'Ashdod, les militantes ont été interrogées puis envoyées pour 96 heures à la prison de Ramla.
Alors ce qu'on leur a dit, c'est soit vous voulez partir et puis vous partez directement, soit vous voulez faire jouer les héros, et ben tout simplement vous allez passer 96 heures en prison pour les fautes que vous avez commises, c'est-à-dire tentative d'infiltration en Israël et de forcer le blocus légitime. Vous préférez passer le week-end en prison, ben vous le passez en prison et ensuite eh ben on vous met dans le premier avion en partance vers l'endroit d'où vous venez. Alors déjà 2 journalistes, dont une d'Al Jazeera qui n'avait pas envie de passer le week-end en prison, ont demandé à être rapatriées, elles l'ont été, et puis les autres sont toujours en prison, elles vont être libérées incessamment sous peu. Au début, Jim, il y avait un autre bateau, l'Amal, Amal en arabe c'est l'espoir, il devait accompagner le Zaytouna Olivia, mais il a dû rebrousser chemin et retourner à Barcelone en raison d'une avarie technique. Mais les armateurs prétendent que l'Amal 2 aurait fait l'objet d'un sabotage. C'est assez souvent le cas. Et, à dire la vérité, c'est dans l'ordre des hypothèses possibles. Et puis une petite observation au niveau de la guerre médiatique que l'agence semi-officielle française AFP livre à Israël, elle qui fait état dans sa dépêche à propos du Zaytouna d'un rigoureux blocus israélien qui serait imposé depuis 2007. Mais nous on répète, l'AFP occulte de manière intentionnelle et répétitive le fait que l'enclave de Gaza possède une frontière de 13 km avec l'Égypte. De ce fait, même si Israël le désirait, il ne possède pas la faculté d'imposer un blocus, parce que pour imposer un blocus, Jim, eh ben, il faut contrôler l'ensemble de la frontière, et ce n'est absolument pas le cas. Et puis encore un renseignement important pour nos auditeurs, c'est qu'il n'y a pas de blocus général israélien sur Gaza. Il y a un blocus maritime qui est destiné à empêcher les nombreuses tentatives d'infiltration d'armement, de fonds, de conseillers militaires, notamment des Iraniens à destination du Hamas. Et puis ce qui est le plus important, c'est qu'il y a 250 à 350 camions, ça doit faire à peu près je sais pas, mais des dizaines de tonnes par jour qui livrent toutes les denrées, le carburant, les fournitures médicales, les biens de consommation, y compris des objets de luxe et des véhicules aux habitants de la bande de Gaza. Il n'existe aucune pénurie d'aucune sorte dans ce territoire. Il est donc raisonnable de penser que l'objectif de la coalition de la flottille internationale La Liberté consistait, avec le Zaytouna, consistait à ouvrir une brèche dans le système sécuritaire israélien afin de permettre l'approvisionnement pour le Hamas en matériel militaire. Le Hamas, qui, on le rappelle aussi, ne veut pas de négociation de paix avec Israël et prône publiquement le génocide d'Israël et de son peuple, et qui a tiré à ce jour et sans provocation près de 20 000 roquettes en direction des civils israéliens, dont 2 roquettes hier jeudi et une autre mercredi en direction de notre territoire, et ces roquettes ont déjà occasionné des dizaines de morts et des centaines de blessés. Donc on a quelques raisons d'imposer ce blocus maritime et d'empêcher que des bateaux ne viennent livrer des armes supplémentaires ou des conseillers pour aider le Hamas qui tire ses roquettes et qui tue nos citoyens, Jim. Stéphane, il est déjà 8 heures passées de presque 15 minutes. Il nous reste encore plusieurs sujets à passer en revue. On va commencer tout d'abord avec la situation au niveau de la santé de Mahmoud Abbas. On parle déjà de plusieurs successeurs possibles. On a entendu cette semaine parler du neveu d'Yasser Arafat. Stéphane, est-ce qu'au niveau de la rue palestinienne, ça inquiète la santé de Mahmoud Abbas ? On peut pas dire que ça inquiète parce qu'il jouit pas d'une popularité exceptionnelle, mais d'un autre côté, on sait qu'il est là, donc il occupe la position, puis il occupe massivement cette position, et depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il a plus la légitimité des urnes. Les élections législatives n'ont plus lieu dans les territoires palestiniens depuis de nombreuses années, donc il est là, et c'est à l'heure actuelle le leader incontestable, le président de l'autorité palestinienne.
mais Jim, il n'est pas en très bonne santé. D'abord, il a 81 ans, hein, Mahmoud Abbas. Il travaille beaucoup. Là, il rentrait jeudi d'un voyage en Jordanie. Il était exténué, donc il allait visiblement pas bien. Il a été transporté à l'hôpital de Ramallah où on a appliqué sur lui un examen qui s'appelle le cathérisme cardiaque. C'est un examen par lequel on introduit une sonde dans diverses cavités cardiaques pour mesurer des pressions et le taux sanguin de saturation en oxygène dans le sang. D'après le directeur de l'hôpital de Ramallah, il n'y a pas de problème, on n'a rien trouvé de spécial. Il faudrait juste du repos à Mahmoud Abbas et il est en train, pendant qu'on parle, de quitter l'hôpital et de regagner son domicile. Mais de toute façon, évidemment, quand on parle d'un leader de 81 ans qui a déjà été malade, eh bien, il se prépare également des luttes de pouvoir pour sa succession, mais on en reviendra et c'est probablement pas pour cette fois, c'est-à-dire que cette hospitalisation va se solder par une libération ensuite de Mahmoud Abbas et d'un retour de celui-ci aux affaires. Alors Stéphane, il nous reste encore un sujet à passer en revue. Ça devient une tradition de terminer sur un mot de sport, surtout quand il y a un peu de sport israélien. On sait que ce soir, il y a un match de foot qui intéressera nos auditeurs, c'est Bosnie-Herzégovine face à la Belgique. Mais hier soir, il y avait un autre match qui intéressait sûrement nos auditeurs, c'était Macédoine-Israël. Et Stéphane, je pense qu'on peut dire que l'important hier, c'était les 3 points. C'est bien ça ? Oui, vraiment les 3 points, c'était tout, hein. Jim, il y a quelques semaines, on a joué notre premier match dans ce pool qualificatif pour les mondiaux en Russie. Et puis là, on avait très bien joué contre l'Italie et on avait perdu par 3-1. Un match qui ressemblait beaucoup à celui face à la Belgique. On avait dominé, je pense, assez clairement la Belgique et on avait quand même perdu par un but d'écart. Et hier à Skopje, en Macédoine, c'était exactement le contraire. On a vraiment mal joué. Je veux dire que la défense prenait l'eau de toutes parts. Les Macédoniens ont eu, j'ai arrêté de compter après 7 occasions, dont au moins 3 ou 4 clairs. On a eu vraiment beaucoup de chance et puis on a été très efficace en attaque avec un but de Hamed majuscule magnifique de la tête et un autre de Tal Ben Chaim. Pour les auditeurs qui ont vu son but contre l'Italie, contre l'immense, le gigantesque gardien Buffon par un joli petit lob, eh bien Tal Ben Chaim est en train de se faire une réputation parce qu'il a marqué un but du même acabit hier à Skopje. Les choses ont failli quand même mal se passer. Israël a gagné 2-1, mais Israël menait 2-0. Et puis une faute bête de l'arrière Tibi à la 95e minute. Il restait 15 secondes à jouer. Il a retenu en avant macédonien, penalty. Et puis c'est le gardien Doudou Goresh qui a sauvé les meubles en arrêtant ce penalty de manière magistrale et en donnant les 3 premiers points à Israël dans cette phase qualificative. Et puis dimanche nous attend un autre match où c'est plutôt nous qui attendons le Liechtenstein à Jérusalem. On espère, on pense qu'il y aura une victoire israélienne, ce qui porterait Israël à 6 points. Pour le moment, on est 4e de la poule, derrière l'Italie, l'Espagne et l'Albanie, avec 2 matchs, mais les équipes sont très serrées entre elles, et on rappelle également à nos auditeurs qu'uniquement l'équipe qui arrivera première de la poule sera automatiquement qualifiée pour la Coupe du Monde, et puis il y aura une discussion au niveau des meilleurs seconds, mais avec l'Italie et l'Espagne dans notre groupe, on peut admettre que les chances de qualification d'Israël sont pour le moins hypothéquées. Maintenant, on demande à être surpris, mais s'ils jouent comme ils ont joué hier à Skopje, eh bien, je peux assurer tout le monde que nous n'irons pas une fois de plus à Moscou parce que il n'y avait pas d'équipe israélienne, il y avait quelques individualités, mais sur le terrain, on n'était vraiment pas brillant, Jim. Pas brillant Stéphane, mais vous l'étiez tout au long de cet entretien. Il est 8h20, Stéphane Juffa, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce vendredi. Et magnifique week-end de début d'automne à Bruxelles.
Et on vous souhaite encore un petit peu de soleil et surtout des bonnes informations, on espère, en week-end calme qui suivrait une semaine mouvementée.